celui-ci, ou Le Royaume sur les premiers chrétiens, ou Limonov sur la fin de l'Union soviétique, et même un livre comme D'autres vies que la mienne, qui est un livre quand même qui, si paradoxal que ce soit, est un livre en partie sur le droit de la consommation. Oui. D'arriver à rendre ça intéressant, fallait le faire. Ça, c'est une fierté que j'ai. Oui. Et c'est toujours avec un immense plaisir que je reçois Emmanuel Carrère. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Frédéric. Nous fêtons le prix Médicis 2025 qui vient de vous être remis. Vous les collectionnez, les prix. Vous avez eu le Femina, vous avez eu le Renaudot, maintenant le Médicis. Il vous en manque très peu dans votre carrière. C'est agréable ou c'est quoi cette espèce d'infantilisation de l'écrivain au moment du mois de septembre? Là, il y a toujours cette histoire du prix Goncourt qui est supposé être le gros truc, et je me suis retrouvé dans les listes du prix Goncourt pour arriver à avoir 0 voix. Oui, et 0 voix, je trouve que c'est pas mal. Oui, je trouve, je sais pas, 2 voix, deux voix, c'est un peu triste. 0 voix, ça a quand même du panache, quoi. Alors, vous n'avez pas pu venir en septembre quand le livre Kolkhoz est sorti chez POL. Et du coup, là, vous venez un peu plus tard. Et c'est pas mal parce que du coup, c'est presque comme le dernier entretien sur ce livre. Peut-être que je suis... Oui, peut-être. Oui, peut-être je suis votre voiture balai. Et je m'en félicite parce que du coup, j'ai pu voir toutes les autres et essayer de vous parler autrement du livre. Alors, déjà pour commencer... Tout le monde vous a expliqué, et la presse, la critique, tout le monde, que Kolkhoz était un livre sur votre mère, Hélène Carrère d'Ancos. Je ne suis pas de cet avis. Je pense que c'est un livre sur votre père. Alors, qu'en pensez-vous ? Je pense presque la même chose que vous, c'est-à-dire que ma mère, Hélène Carrère d'Ancos, était donc une figure qui avait recherché toute sa vie la lumière, qui accrochait la lumière, et mon père, qui était un cadre supérieur dans l'assurance, tout ça, a vécu dans son ombre essentiellement. Et je dirais pas seulement pour le public, mais même pour ses enfants. C'est comme s'il y avait cette mère puissante, éclatante, occupant toute la place. Une grande historienne. Et ce père, un peu, pour lequel il est tendre, mais un peu en retrait, un peu évasif, un peu... j'ai écrit ce livre, au fond, dans la traîne de la mort de mes 2 parents, qui sont tous les 2 morts à des âges très respectables. À quelques mois d'écart. À quelques mois d'écart. Et j'ai commencé ce livre en me figurant, en effet, que c'était un livre sur ma mère et qu'elle allait y occuper toute la place. Alors, elle y occupe énormément de place, même si d'ailleurs le livre... petit à petit, a remonté les générations et qui commence dans les années 20 du siècle dernier. Alors, par ailleurs, mon père, il a tenu dans l'écriture de ce livre un rôle inattendu aussi. C'est votre co-auteur. Oui, quasiment. C'est-à-dire que mon père avait la passion de la généalogie. Et j'ai pris conscience, au fond, qu'il me léguait ça. Et c'est ce qui fait que ce livre, qui était parti pour être juste un livre sur mes parents, et d'abord sur ma mère, au fond, a remonté les générations, parce que je m'apercevais que j'avais ces informations. Au fond, si j'avais voulu rassembler toutes ces informations, ça m'aurait pris des années, même avec Internet qui permet d'aller beaucoup plus vite là-dessus, et qu'au fond, il me léguait ça, et c'est ce qui fait que c'est remonté aux grands-parents, arrière-grands-parents, et il a fallu que je me calme pour m'arrêter là. Déjà, je sais que les arrière-grands-parents, c'est un truc dans le... Disons, il y a des gens qui sont un petit peu, un peu largués au début du livre, parce qu'il y a trop de personnes. En même temps, moi, je trouve que c'est... c'est romanesque. C'est romanesque. Puis je me suis dit, au fond, c'est un petit peu, vous voyez, comme quand on fait une randonnée, il y a un départ, il y a une côte un peu raide, quoi. Puis ensuite, on est content d'avoir gravi la côte un peu raide. Moi, je table là-dessus. C'est votre méthode. Souvent, par exemple, dans le Royaume, vous aviez repris des notes anciennes sur les évangiles. Vous aimez repartir d'archives, au fond. Et votre talent à vous, après, c'est de rendre tout ça
intéressant et qu'on ait envie de tourner les pages. Vous interpellez le lecteur souvent. Attendez, là, vous allez être largué, mais vous verrez au chapitre suivant, je vais revenir là, etc. Et vous arrivez à connecter différentes époques, toute une histoire de la Russie, de l'Ukraine aussi, de la Géorgie et de la France. Tout ça, vous arrivez à le faire, mais avec une fluidité, parce que c'est votre talent de journaliste, presque. Ouais, ça c'est aussi... un peu ma fierté professionnelle ou artisanale, oui. de me dire, c'est des livres, enfin, c'est pas le cas de tous les livres que j'ai écrits, mais celui-ci, ou Le Royaume sur les premiers chrétiens, ou Limonov sur la fin de l'Union soviétique et les décombres du communisme, ou même un livre comme D'autres vies que la mienne, qui est un livre quand même qui, si paradoxal que ce soit, est un livre en partie sur le droit de la consommation. Oui. D'arriver à rendre ça intéressant, fallait le faire. Ça, c'est une fierté que j'ai, d'essayer de rendre en effet intéressant, fluide, souple, vivant, des choses qui brassent beaucoup d'informations, quoi, où il faut quand même faire passer. Donc, en fait, vous savez, la pédagogie, ça ne passe pas pour ça passe pour une vertu littéraire un peu subalterne, quoi. Mais moi, j'aime ça. Bien sûr. J'aime ça. Je trouve ça intéressant. Moi, j'aime bien en écrivant un livre apprendre des choses, et j'aime bien ensuite les faire passer. J'aime bien qu'on sorte un peu moins ignorant d'un livre qu'on y est entré. C'est vraiment votre talent, ça. C'est vraiment votre talent. Alors, il y a une scène dans un film qui a été tiré de Limonov, le film de Kirill Serebrennikov, où vous jouez votre propre rôle, vous jouez, vous apparaissez, vous croisez Édouard Limonov, et là il vous dit, et c'est vous qui avez écrit le scénario, donc c'est pas moi qui invente, il vous dit: la Russie va vous enculer bien profond. Alors, est-ce que c'est pas aussi ça le sujet là de Kolkhoz, c'est-à-dire comment cette immense culture, cette immense littérature que vous adorez, ce pays qui est le vôtre, qui est celui de votre famille, comment il en est venu à devenir si agressif, si violent, si dangereux, si menaçant? Alors, la phrase de la Russie va vous enculer bien profond, elle est attribuée dans le film à Édouard Limonov, et elle sort absolument de sa bouche. Mais elle pourrait être prononcée tout aussi bien par Vladimir Poutine. Dieu sait que Limonov a été un opposant courageux et à Vladimir Poutine, qui a quand même payé de quelques années de colonie pénitentiaire, ce qui n'est pas rien. Mais au fond, là, il pensait la même chose. Il y avait une espèce de terrible ressentiment à l'égard de l'Occident, et l'impression aussi qu'à partir de la chute, au fond, la Russie n'aime pas spécialement être aimée, elle aime faire peur. Et l'Union soviétique faisait peur. Et Limonov, tant Limonov que Poutine, se sont dit, mais à la fin de l'Union soviétique, avec cette espèce de couille molle de Gorbatchev, de gens comme ça, on a cessé de faire peur. On s'est mis à nous trouver au mieux un peu sympa, puis finalement, voilà, tout ça s'est amolli. Donc, le désir de faire peur est revenu. Et là, Poutine on ne peut pas savoir exactement quelles sont les idées des Russes, ce qu'ils pensent, parce que on le disait tout à l'heure, les sondages sont absurdes en Russie, puisque on appelle les gens au téléphone, on les appelle par leur nom, on leur dit: Monsieur Popov, qu'est-ce que vous pensez de l'opération militaire spéciale? Étant donné que c'est pénalement puni de penser du mal de l'opération militaire, vous risquez pas d'avoir des sondages extrêmement fiables. Mais en tout cas, ce sentiment que la fierté de la Russie tient à la peur qu'elle inspire, je pense que c'est très constant, et que c'est pour ça que Poutine doit être globalement très suivi. Poutine, il a fait des espèces de déclarations très très fermes, dès 2008, en disant mais vraiment l'équivalent de ça, on va vous enculer bien profond. Ma mère avait écrit un livre qui s'appelait Le Malheur russe, qui était un essai sur l'assassinat politique en Russie. Mais ce mot de malheur russe, c'est toute l'histoire de la Russie. Ça fait partie de sa grandeur, mais c'est un pays qui a été constamment et pratiquement sans exception malheureux. Et même en termes politiques, la Russie a connu, dans toute son histoire, 10 ans de démocratie. Et vu la façon dont ça s'est passé, le mot de démocratie n'a que des connotations négatives. On associe ça uniquement à une paupérisation massive, à la criminalité, à la gangstérisation, tout ça. Et donc, ils
c'est quand même pas si Ils ont un fréquent ressentiment. d'un pays qui Ils ont un n'a ressentiment. jamais connu Oui, cela. et- Qui c'est et- pas dans leur. Et d'ailleurs, c'est que quand on leur souhaite la démocratie, les Russes, la plupart du temps, ils comprennent pas. Qu'est-ce que ça a de si désirable, notre espèce de truc dont au fond, d'ailleurs, dans le monde d'aujourd'hui, plus personne ne veut. Nos grandes et belles valeurs humanistes, les droits de l'homme, la démocratie, Oui. on est un petit peu les seuls dans notre village d'Astérix à trouver ça bien encore maintenant. Avant, on était persuadés que... D'ailleurs, Limonov disait un truc qui était très dur, mais vrai. Il disait... Tout votre discours sur les droits de l'homme, la démocratie, vous avez l'impression que c'est une espèce de truc d'aboutissement définitif et indépassable, et que voilà, tout le reste était errance et bêtise et archaïsme avant. Il dit c'est exactement le colonialisme catholique disait exactement la même chose, était absolument persuadé d'apporter au peuple là, de passiviliser le vrai, le beau, le bon. Maintenant, on regarde ça avec le plus grand embarras. Si ça se trouve, votre droit de l'homisme, on va le regarder exactement pareil dans 50 ans. C'est une pensée pas agréable, mais qui est pas... qui est la leur. En fait, qui est d'ailleurs, si ça se trouve, en train de se produire. Dans le genre prophète, vous avez aussi, très tôt, vous êtes intéressé à l'auteur Philippe K. Dick, qui était un auteur de science-fiction remarquable, mais pas forcément connu du grand public. Vous avez publié sa biographie il y a fort longtemps. 93. 93. Or, là encore, le monde est devenu celui de Philippe K. Dick. Et ça, on le comprend quand on lit ce deuxième tome de Quarto chez Gallimard, qui s'intitule Vers le réel, et où il y a cette biographie, Je suis vivant et vous êtes mort, de Philippe K. Dick, également Limonov et Le Royaume. Ça, c'est fascinant. Je pense que vous avez un don de divination. Vous êtes une sorte de Madame Irma ou de Madame Soleil, parce que le monde actuel, c'est celui qu'a vu Dick, c'est-à-dire celui d'Internet, de la surveillance généralisée. De la surveillance généralisée, de ce que Trump, avec beaucoup de discernement, si on peut dire, a appelé les vérités alternatives, les faits alternatifs. C'est-à-dire que rien n'est vrai. Rien ne peut être considéré comme vrai. Alors ça, cela dit, avant Dick, Orwell le disait très bien. Mais Dick, il ajoute cette espèce de vertige des mondes emboîtés. Alors, d'ailleurs, il y a Trump est un personnage totalement dickien. Il y a un autre personnage totalement dickien, c'est Elon Musk, dont je ne sais pas si je le cite quelque part. Il y a cette phrase extraordinaire de Musk où il dit « Les chances que nous vivions aujourd'hui dans la réalité de base sont de 1 sur plusieurs milliards. » C'est une idée totalement dickienne, et si ça se trouve, il a raison, Musk. Oui, parce que revenons à Kolkhoz. Oui. Vous parlez de l'immense culture de votre mère, que vous admirez énormément. Si vous êtes écrivain, c'est grâce à elle, évidemment. Mais elle n'a pas pensé que la Russie était capable d'attaquer, de déclencher cette guerre. Alors voilà, c'est aussi peut-être ça qui est au centre, c'est le sujet caché de ce livre. Bon, il n'est pas caché, il n'est pas caché du tout, Frédéric. Non, c'est vrai, ma mère, quelques jours, en février, début février 2022, fait, je crois, sur LCI, 1 heure d'interview avec cette espèce d'analyse resplendissante de clarté, de netteté, on comprend tout, c'est en perspective historique, tout ça, et en disant à un moment incidemment, de toute manière, il n'est pas fou, Pouchkine, il va pas, Poutine. Lapsus. Oui, lapsus révélateur. On va dire. Il est pas fou, Poutine. Il va pas envahir l'Ukraine. 1 semaine après, Poutine envahit l'Ukraine. Alors, ma mère l'a très mal pris. C'est pas seulement qu'elle a mal pris que Poutine envahisse l'Ukraine, c'est qu'elle a mal pris d'avoir tort. Et qu'on le lui fasse remarquer. C'est énervant. Elle a pas du tout aimé ça. Elle a pris un gros risque. Elle n'était pas habituée à avoir tort. Alors, d'abord, pour être honnête, elle n'a pas été la seule à se gourer là-dessus. Il y a très peu de gens, personne ne l'a vu arriver, à part les services de renseignement américains. Et pour défendre Hélène Carrère d'Ancos, elle est une de celles qui ont annoncé la chute de l'Empire soviétique, avec l'Empire éclaté, qui était quand même un livre où elle a vu venir la destruction de l'URSS. Alors ça, on doit le mettre à son crédit. Oui, mais d'abord, oui, mais aussi, au fond, toute sa vie, elle s'est considérée comme une espèce de
de passeur entre la Russie et la France. Je dirais, étant, elle, de double éducation, parlant aussi parfaitement le français que le russe, rêvant en russe, voilà. Et au fond, elle se voyait avec aussi... C'était une femme très optimiste, très déterminée, tout ça. Elle se voyait comme quelqu'un qui était une espèce d'artisan, et d'aider ces peuples à se comprendre entre eux. C'est ce qui fait qu'elle a pu être qu'elle a pu avoir un peu l'oreille des successifs présidents et ministres des Affaires étrangères français, et aussi avoir un certain accès au président russe. Enfin, c'était le cas d'Helsinki qu'elle aimait beaucoup. Ma mère a détesté Gorbatchev, étant aussi parce que tout le monde l'aimait en Occident et qu'elle trouvait que c'était bidon. Tout le monde méprisait Helsinki, elle adorait Helsinki, et elle avait en partie raison. Au début des années 90, on ne peut pas nier que Helsinki a été un immense champion de la liberté. C'est lui qui a liquidé le Parti communiste, l'Empire soviétique, tout ça. Bref, tout ça pour dire que ma mère, elle faisait toujours crédit à la Russie. Elle faisait toujours crédit à la Russie. Elle voulait ne voir que le meilleur de la Russie, ne voir que ce qui pouvait être, élément de rapprochement avec l'Europe, tout ça. Et disons que là, elle s'est un peu gourée sur... Au fond, elle voyait aussi Poutine comme un autocrate, sans aucun doute, comme un type brutal, mais... Qui jouait selon les mêmes règles, avec qui on pouvait jouer. Et elle n'avait pas du tout vu qu'à un moment, ce joueur d'échecs allait bazarder l'échiquier et faire tomber les pièces et sortir un pistolet qui nous braquerait sur le front. Ça l'a un peu médusé. On va jouer au jeu devine des citations. Je vous dis des phrases de vous, tirées de tous vos livres, et vous devez deviner dans lequel vous avez écrit cette phrase. Bon, première question, c'est toujours facile la première. Quelques jours avant sa mort, à 94 ans, ma mère m'a dit qu'il lui arrivait encore souvent de rêver du retour de son père. Là, c'est dans le dernier, c'est dans Kolkhoz. Ça peut difficilement être ailleurs. Comme vous dites, ça commence facile. Et qui croyez-vous, Hélène ou son frère Nicolas, qui, lui, pense que votre grand-père était pas un petit traducteur pour la Wehrmacht, mais un grand et important collaborateur? Aujourd'hui, ça je sais pas du tout. C'est impossible de savoir. Ce qu'on sait, c'est qu'il travaillait comme interprète pour la commandanture à Bordeaux. À Bordeaux. A priori, c'est quand même pas un poste où on est amené. Par ailleurs, tout ce que je sais de cet homme qui était d'un caractère compliqué, tout ça, ne laisse pas imaginer que c'était quelqu'un qui mettait la tête des gens dans la baignoire. Ça, j'y crois pas du tout. Mais voilà, quel était le niveau de responsabilité auquel il pouvait... Par ailleurs, il y a eu, dans le dossier que ses frères ont essayé de constituer pour le réhabiliter, il y a eu plusieurs témoignages de personnes, pour la plupart juives, qui disaient qu'il les avait avertis à temps pour leur sauver la vie. Ça veut dire aussi que s'il était en mesure de faire ça, ça suppose un certain degré d'information, oui. C'est-à-dire c'est à la fois bien et pas bien, quoi. C'était aussi dans le Sud-Ouest. Non, mais vraiment, vous êtes un gars du Sud-Ouest. Hein. Vous voulez vous faire passer pour un Russe ou un Géorgien, alors qu'en fait, vous êtes un gars du Sud-Ouest. D'ailleurs, vous avez les qualités. Oui, vous avez les qualités des Béarnais. Bon vivant, séducteur, fidèle, avec du panache. C'est gentil tout ça. Vous en êtes un autre. Je pense que vous devez déménager dans le Sud-Ouest. Emmanuel ne vote pas parce qu'il a peur de voter à droite. Qui a dit ça? C'est ma compagne Sophie, que vous avez d'ailleurs connue quand nous étions très jeunes, vous et moi. Sophie. Mais cela dit, je trouve que cette phrase est formidable. Je la trouve... Emmanuel ne vote pas parce qu'il a peur de voter à droite. En dehors du fait qu'elle n'est pas fausse, je trouve c'est le genre de phrase... Vous votez vraiment pas? Elle est si, maintenant je vote, mais je te... Mais, et puis, mais... Oui, elle est très bonne cette phrase. Elle est bien frappée. Elle est très bien. Elle a un truc comme une maxime, quoi. Sagan, elle disait la gauche dit l'injustice est insupportable et la droite dit l'injustice est inévitable. Ça, je trouve que on ne pense pas souvent à Françoise Sagan comme à une philosophe politique, genre Hannah Arendt, mais
comme définition de ce qui distingue la droite de la gauche. Oui. Je la répète. Hein. Ouais. La droite dit il y a de l'injustice et c'est inévitable. Oui. La gauche dit il y a de l'injustice et c'est insupportable. Oui. Je l'ai beau chercher, c'est la meilleure définition que je connaisse. Le questionnaire de Becbédé rapidement. Donc, vous pensez qu'un écrivain doit être gentil ou pas ? Non, je ne pense pas qu'un écrivain doit être gentil. Maintenant, pour mon propre usage, je pense tout de même que, enfin, surtout évidemment quand on écrit par rapport à des personnages réels, sur des personnages réels, je pense qu'il faut faire en sorte de ne pas nuire. Voilà. Mais ce que j'ai pas toujours fait, je veux dire, au moins notamment dans ce livre, un roman russe, j'ai vraiment malmené et ma mère et cette compagne indirectement. Oui, enfin indirectement, non, pas indirectement. Mais ça, je n'aimerais pas le refaire. Qu'est-ce que vous pensez de la critique littéraire ? Est-ce que c'est un mal nécessaire ? Est-ce que c'est pénible ? Est-ce que c'est indispensable ? Alors, faut distinguer. Il y a une grande critique littéraire. Enfin, il y a quelque chose qui est une pensée critique que développent des très grands critiques. Starobinski. Oui, je veux dire ce genre de choses-là. Je pense à des trucs, puisqu'on parlait de Russie, je veux dire, au livre de Nabokov sur Gogol, à des choses. Ça, c'est vraiment de la très très grande littérature critique. Les critiques au jour le jour qui vous là finalement. Mais mon critère à ce moment-là est un peu est-ce qu'ils disent du bien de moi ou non, quoi. Oui. Donc, mais je suis très favorable, je trouve très bon ceux qui font mon éloge et mauvais ceux qui. Oui. Quel est, selon vous, votre chef-d'œuvre ? Lequel ? Il faut en choisir qu'un. Alors là, je pense vraiment que c'est D'autres vies que la mienne, qui est le livre que tous les gens, qui a le plus touché les gens qui le lisent. Celui qui commence donc par le tsunami au Sri Lanka pour ensuite s'intéresser aux droits de la consommation, on est bien d'accord ? Oui, mais c'est non, je pense que c'est le livre le plus humain que j'ai écrit, et derrière je mettrais celui-là. Enfin, j'essaye quand même de pas. Mais je pose cette question toutes les semaines. Qui est le meilleur écrivain français vivant ? Et vous êtes souvent la réponse. C'est vrai ? Oui, les gens donnent votre nom régulièrement. Maintenant, je vous la pose aussi. J'ai le droit qu'à une réponse. Oui, et il faut qu'il soit vivant. Il faut qu'il soit vivant. Bon, je pense que c'est tout de même Michel Houellebecq. J'aurais bien un ou deux autres noms. J'aurais bien aimé dire Yasmina Reza, Pierre Michon. Mais je pense que Houellebecq, il a ce côté un peu... comme disait, je ne sais plus qui, je crois Esthès de Gide ou de Sartre, mais un peu contemporain capital, quoi, le type qui... Et je pense par ailleurs, vous voyez, on disait ça au début, là, je pense que tout de même, Houellebecq, c'est quelqu'un qui a une vision historique, qui a une vision du moment. D'ailleurs, je suis curieux de je ne sais pas ce qu'il est en train d'écrire, Houellebecq, mais je me dis que peut-être qu'il peut attraper quelque chose de ce qui se passe en ce moment. Là aussi, moi, j'admire ça. Alors, il y a des tas de côtés qui peuvent... Il y a une espèce de hauteur de vue. Oui. Et il a aussi le côté voyant. Et par ailleurs, je raconte là-dedans quelque chose d'assez inattendu. C'est non seulement que ma mère adorait Houellebecq et a essayé de le faire entrer à l'Académie, en vain, mais il s'est dérobé très gentiment. Mais elle considérait Houellebecq comme une espèce de boussole morale. C'est pas quelque chose, on ne l'associe pas volontiers à ça, ni ma mère non plus. Mais voilà, c'était un peu son héros littéraire, Michel Houellebecq. À ce propos, puisque votre mère n'est plus à l'Académie, c'est pas du tout un endroit qui vous tente ? Non. Pourquoi ? Vous n'avez pas les vieilles institutions comme la Pérouse, les vieux endroits ? Mais j'aime bien que vous m'invitiez à la Pérouse, bien sûr, ça me fait plaisir, mais c'est de la même manière. Je sais pas, je veux pas faire partie de jury, de trucs comme ça. Ça correspond peut-être à une espèce de... C'est pour vous différencier, peut-être. Non, mais il y a une espèce un peu de... si curieux que ce soit... Mais j'ai pas été 68ard pour des raisons, ne serait-ce que d'âge, en réalité, ça quelques années près. Mais j'ai une espèce de truc hérité de 68, au fond, d'une sorte de peu de goût pour les institutions, pour les... Je suis content qu'elles existent, mais c'est comme disait c'était...
Non, ce qui est marrant, c'est que je vois ça dans la tête, dans la bouche de Claude Lévi-Strauss. Mais non, si c'est pas Claude Lévi-Strauss, c'était Julien Gracq, à qui on parlait de l'Académie française, et qui disait, moi je suis très content que les Horse Guards, ça existe, mais je tiens pas forcément à en faire partie. Je ne connaissais pas celle-là, j'aime bien. Y a-t-il un livre qui vous a sauvé la vie? Alors, je vais vous faire une réponse qui est terriblement... qui a l'air d'une réponse de sacristie ou un truc comme ça, mais somme toute, les évangiles me paraissent une lecture... C'est pas une lecture vraiment religieuse. Je pense que ce qui fait la grandeur des évangiles, c'est qu'on peut... Il n'y a absolument pas besoin de croire en Dieu pour ça. D'ailleurs, il n'est pas question de Dieu. Ce sont des espèces de lois de la vie que ça exprime. Ça dit d'ailleurs pas... ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Il dit si ceci, ça veut dire ça entraîne cela. C'est très, c'est des lois du karma, quoi, beaucoup plus que des lois religieuses. Et puis un type qui va très mal et qu'on crucifie, finalement 3 jours après ressuscite. Donc c'est encourageant. Il y a quand même un message d'espoir. C'est encourageant. Et enfin, quel est votre âge mental? Alors. Est-ce que vous êtes le petit garçon qui nage dans la piscine? Non, ce que je pense que chacun a un âge qui est son bon âge, l'âge dans lequel il est à son meilleur. Et à vrai dire, je pense que c'est plutôt les eaux dans lesquelles je suis. Moi, j'ai été un jeune homme malheureux. Je n'ai pas été un bon jeune homme. J'ai été un bon petit enfant, mais ensuite pas terrible. Et j'ai l'impression que... Moi, je me suis souvent dit que ce qui me conviendrait, c'est d'être vieux. Et je commence, et voilà, là je m'en approche, voire j'y suis, quoi. J'ai 67 ans, et c'est plutôt pour moi mon bon âge. Ouais. Mais tant mieux, on finit sur une bonne nouvelle. N'est-ce pas? Je vous souhaite aussi, il faut que vous preniez un peu de bouteille. Voilà. Merci beaucoup Emmanuel Carrère. Merci Frédéric. Merci infiniment de nous avoir suivis. Je vous engage à lire le 2e tome de Vers le réel, en quarto Gallimard, avec Je suis vivant et vous êtes mort, Limonov, Le Royaume et quelques inédits, ainsi que bien sûr le prix Médicis 2025 Kolkhoz d'Emmanuel Carrère aux éditions POL. Et surtout, n'oubliez pas, lisez des livres, sinon vous mourrez idiot. Et vous le savez. On a fini? Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'on a été très bon? Ouais, t'as été très bon. Non, mais j'ai l'impression que